C'est d'abord cela qui nous a amenés en Égypte. L'image que nous avions d'un pays où les femmes sont libres et féminines, sensuelles et envoûtantes. Nous les avons trouvées dès le premier soir sur ces petits bateaux qui partent en virée disco kitsch sur le Nil. Mais très vite, il nous est apparu que ces instants-là étaient l'exception dans le quotidien des femmes égyptiennes. Nous sommes au Caire, la capitale du pays arabe et musulman le plus peuplé. Cette mégapole désordonnée compte à elle seule plus de 18 millions d'habitants. Dans ce voyage au cœur de l'islam au féminin et de ses combattantes, Mona est notre première guide. Elle nous embarque dans sa voiture. Ici, c'est la règle. On passe des heures dans un trafic toujours intense. Des fois, on me prend pour une chrétienne, pas une musulmane, parce que je ne porte pas le voile. Les femmes non voilées, elles n'apparaissent plus à la surface. Elles se cachent dans leur voiture ou au bureau. Businesswoman, puis présentatrice et reporter pour une chaîne de télévision privée, elle nous est proche car elle fonctionne un peu comme une femme occidentale. Mais grosse différence. Ici, dans une culture dominée par les hommes et l'islam, elle est sous pression pour changer son identité, pour afficher elle aussi sa religion sous un foulard. Certains Égyptiens disent que les femmes non voilées, c'est comme cette pastèque. Quand elle est ouverte, les mouches y vont. Ils disent que le regard des hommes ne doit pas se porter sur les femmes et donc qu'elles doivent porter le voile. C'est comme la pastèque. Si elle est fermée, les mouches n'y vont pas. La société tout entière nous pousse à porter le foulard. Même mon fils aimerait que je le mette. C'est un homme. Il est jaloux. Il veut que je sois cachée et protégée. Je lui réponds à chaque fois la même chose. Je prendrai cette décision en temps voulu et si j'en ressens le besoin. C'est ici que j'habite. Ça, c'est mon immeuble. Nous arrivons chez elle, une sorte de refuge, disons, en devenir. L'appartement est en construction. C'est pour ça qu'il est vide et qu'il n'y a pas de meubles. C'est ici qu'elle fait ses ablutions avant de prier, car Mona est pratiquante. En fait, le soir venu, elle rattrape les prières qu'elle n'a pas pu faire pendant la journée. C'est l'unique moment où elle se couvre d'un voile. Cela fait partie du rituel. C'est ici aussi qu'elle va rebâtir sa vie après son divorce. Une épreuve bien plus lourde pour les femmes en Égypte que chez nous. Le divorce est un désastre pour une femme. C'est comme avoir commis une erreur fatale. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à garder votre mari et donc que vous êtes une mauvaise épouse. Ça, c'est le point de vue moral. Légalement, est-ce que c'est aussi difficile?
Il y a un gros problème au niveau légal. On n'est pas bien défendu. Les procédures prennent beaucoup trop de temps. Des fois, il faut 10 ans. Alors on est perdante d'avance. Alors vous avez choisi de ne pas lutter. Oui, j'ai renoncé à me battre, car mes droits ne sont pas défendus. C'était dur après mon divorce. J'étais très faible, je n'avais pas de travail, pas de maison, pas d'argent, rien du tout. Mona a pu s'appuyer sur une procédure spéciale pour divorcer rapidement, la khoula. Mais le prix à payer est terrible. Dans ce cas de figure, la femme doit abandonner tous ses droits financiers et même rembourser la dot à son mari. Changement de décor. Nous sommes dans l'une des banlieues les plus pauvres du Caire. Ici, le poids d'une législation injuste pèse plus encore sur les femmes sans grand revenu. Chaque jour, elles sont nombreuses à chercher de l'aide tout au fond de l'une de ces ruelles incertaines. L'adresse est connue dans les environs. C'est le bureau d'une avocate engagée qui milite pour l'égalité des droits. Comme Mona, de nombreuses femmes demandent un divorce rapide grâce à la khoula. Cette cliente a été abandonnée par son mari il y a plusieurs mois déjà. Je veux divorcer, c'est urgent. Avant de partir, mon mari m'a tout pris. Il a tout pris. Ce qui était à lui ou plus? Plus, il a tout volé. Vraiment tout. Oui, il a tout volé petit à petit. Et en plus, j'ai appris qu'il s'est remarié. Un mari polygame, c'est encore légal en Égypte, et tant pis pour le tort causé aux épouses. Pour Soher, l'important est de lutter afin que ses clientes ne perdent pas tout. Sans pension, cette femme-là n'aura pas de quoi nourrir ses 2 enfants. Même si vous ne pouvez pas me payer, je suis prête à vous aider. Les enfants ont quel âge? 7 et 5 ans. Vous ne devriez pas renoncer aux droits pour vos enfants, c'est important. La khoula, cette procédure de divorce, est une bouée de sauvetage. La femme peut divorcer rapidement, à condition qu'elle rende sa dot. Il est important de comprendre qu'autrefois, cette somme était symbolique. Il s'agissait d'une livre, d'une demi-livre égyptienne, soit presque rien. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les hommes commencent à payer des dots élevées. Ainsi, lorsque leurs épouses veulent divorcer grâce à la procédure rapide de la khoula, elles sont obligées de rendre à leur mari une somme bien plus importante qu'avant. En d'autres termes, les hommes ont déjà trouvé la parade pour dissuader leurs épouses de les quitter. Avec Soher, nous nous rendons compte de la difficulté à mener un combat pour l'égalité des droits. Chaque jour, elle doit affronter les obstacles dressés par un système légal dessiné par les hommes et pour les hommes. Mais il y a des alliés inattendus comme celui qu'elle rencontre dans la mairie du quartier. Ce jour-là, elle accompagne 2 femmes qui ont besoin de l'aide publique. L'une habite même dans un bidonville. Alors, vous êtes toujours les bienvenus. Surprise, le maire parle français. C'est la télévision belge ou la télévision suisse? Ah. Nous sommes ici pour demander un appartement pour cette femme. Elle n'a pas de quoi vivre décemment. Voici son dossier. Le maire est très à l'écoute. Pas étonnant, il a fait un doctorat à la Sorbonne sur la répression dans le monde arabe et sur celle des femmes en particulier. Tout le monde au monde arabe souffre. Mais la femme, la souffrance de la femme est complexe, est doublée. La femme, toujours, une situation moins inférieure de l'homme. Comment on peut aller contre? Il faut détruire cette culture injuste. Ces problèmes, la culture vient de la religion. Et on a besoin de long temps pour nettoyer les têtes de tout le monde
il faut premièrement traiter la femme comme un être humain. Maintenant, c'est une chose qui appartient à son mari. Une chose qui appartient à son mari et qui n'a pas les mêmes droits que les hommes. Les enjeux sont posés. C'est sur le terrain légal que doit se livrer l'un des combats les plus importants. Pour le mener, tout le monde nous parle d'une femme, une autre forte personnalité. Nehad est l'une des militantes les plus connues d'Égypte. Elle est avocate spécialisée dans le code familial. Elle nous accorde une interview en coup de vent. C'est un peu une star. Elle a d'ailleurs rencontré des stars pour la soutenir dans sa lutte. D'emblée, elle nous annonce la couleur. Elle milite dans le cadre même de l'islam, d'où elle tire les arguments pour revendiquer une égalité de traitement. L'islam et ses règles disent clairement, les musulmans et les musulmanes seront jugés de façon égale devant Dieu pour toutes leurs actions. Un péché amènera une punition, une bonne action, une récompense. Hommes et femmes sont à niveau d'égalité selon notre religion. Alors je pose la question, pourquoi dans notre législation, les femmes sont-elles traitées comme des citoyens de deuxième classe? Pourquoi les considère-t-on comme des choses? Quand on traite quelqu'un comme une personne faible, à protéger, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Cela peut lui faire du tort. Nous ne voulons pas de cette philosophie. Sur le plan légal, cela veut dire changer les procédures défavorables aux femmes. Nehad a par exemple déjà contribué à créer un nouveau contrat de mariage signé par l'épouse et non plus par son père ou un autre représentant mâle de sa famille. Étonnamment, l'avocate nous explique qu'il n'est pas toujours facile d'enrôler les femmes dans son combat. Une famille sur 3 dépend totalement de la femme et personne ne l'aide pour ça. Un autre tiers des familles égyptiennes dépend du travail de la femme et de son mari. C'est incontestable. La femme assume un rôle essentiel dans le quotidien, mais elle continue à vivre dans un esprit de soumission. C'est elle qui gagne de l'argent pour la famille, mais en même temps, elle a peur de se battre pour ses droits. Pour changer cet état d'esprit, il faut une sorte de révolution, comme pour l'abolition de l'esclavage. Il s'agit de convaincre les femmes qu'elles sont citoyennes à part entière, qu'elles ont des droits et qu'elles n'ont pas à avoir peur des conséquences. Mais pourquoi ce combat n'avance-t-il pas plus vite? Nous découvrons qu'il y a de plus en plus d'Égyptiennes qui sont happées par un courant ultra-conservateur. Cette sorte de radicalisation religieuse se ferait par le biais de rencontres discrètes, des cercles entre femmes qu'on appelle des halakats. Nous cherchons à entrer dans l'un de ces cercles à tendance dure. On nous dit qu'ils se tiennent dans des appartements privés, souvent dans la bonne bourgeoisie du Caire. Difficile d'y avoir accès. Il y a dans ces milieux une grande méfiance, d'autant plus qu'ils seraient surveillés par le gouvernement, inquiet d'un glissement vers un islam plus radical. Après plusieurs contacts, nous arrivons à rejoindre ce groupe d'une vingtaine de femmes, dont la moitié sont arrivées en voile intégral. Pour préserver leur anonymat, nous masquons leur visage. C'est le prophète qui nous ordonne d'assister à ce halakat. Il est interdit d'en partir sans bonne excuse. Quitter un halakat, à moins d'un cas de force majeure, revient à ne pas respecter le commandement du prophète. Sous l'autorité de la prédicatrice principale, assise sur le tapis, ces taquis rivalisent de piété en lisant les textes sacrés. Aucun homme n'est présent, mais on nous explique que la réunion est entièrement sous leur contrôle. Les maris sélectionnent les participantes, ils décident des temps de parole et des thèmes traités. Pendant plus de 2 heures, ces femmes détaillent la vie du prophète pour y trouver les règles à suivre dans leur quotidien. En fait, c'est quasi le Moyen-Âge appliqué au XXIe siècle
et forcément, cela limite les choix, question loisirs par exemple. La musique distrait le cœur. Elle le distrait vraiment beaucoup. Nous, on veut se rapprocher de Dieu. Et la musique nous en détourne. Pas de musique, si possible, pas de télévision, en fait rien qui ne les détourne de leur foi. Que ces femmes acceptent ces règles sévères nous étonne, car nombre d'entre elles ont fait de longues études et travaillent. Très vite, elles nous font comprendre que nous devrions suivre leur exemple, car leur mouvement est aussi celui d'un islam missionnaire. Mon mari a été prêché en Allemagne, au Pakistan, en Inde, aux Émirats, en Jordanie, et il aurait voulu aller en Amérique. J'espère que le monde entier se convertira à l'islam, Inch'Allah. C'est mon objectif et la raison pour laquelle je vis. J'espère que Dieu sera généreux avec vous et que je vous verrai toutes devenir prédicatrices aux quatre coins du monde. Ça me fait très peur, c'est une situation effrayante. J'ai l'impression que notre culture égyptienne est attaquée par les extrêmes. Dans ces cercles, les femmes subissent un lavage de cerveau. On leur fait croire que ces idées extrêmes font partie de l'islam. Et vous savez, au nom de la religion, on peut aller jusqu'à se tuer. La religion est importante, nous la portons dans notre cœur. Inquiétante radicalisation d'un côté, lutte pour les droits des femmes de l'autre. Ce débat fait étrangement écho à celui qui occupe le devant de la scène en Europe. Nous choisissons d'aller en France, c'est le pays européen qui abrite le plus de musulmans proportionnellement à sa population. Direction les banlieues de l'Est lyonnais où vit une majorité de Français d'origine maghrébine. Nous commençons par aller à Vaux-en-Velin pour nos premiers contacts. On nous amène tout à côté du quartier le plus chaud, dans une petite mosquée plutôt précaire. C'est vendredi, jour de prière, et la mosquée, c'est ça. Un ancien bâtiment industriel, sommairement transformé en lieu de culte il y a une dizaine d'années. Elle est essentiellement fréquentée par les adeptes du Tabligh. C'est l'un des courants les plus fondamentalistes de l'islam qui milite pour une interprétation stricte du Coran et des autres textes sacrés. En semaine, la mosquée sert aussi d'école primaire. Enfin, une sorte d'école. Elle est sous la responsabilité d'une association musulmane qui cherche à en faire un établissement privé reconnu par l'État. Une septantaine d'enfants, dont une majorité de filles, suivent ici le même programme que dans une école publique, à une grande différence près. Des leçons coraniques et des cours d'arabe viennent compléter le cursus scolaire. Beaucoup de petites filles et toutes les enseignantes portent le voile, ce qui est interdit depuis 2004 dans les écoles publiques. On est au cœur du débat qui secoue la France, celui de l'identité et du statut de la femme musulmane, dont le voile serait un symbole de soumission. Pour en parler, seule Anaïs, une Française convertie et responsable pédagogique, accepte d'apparaître face caméra. Je suis totalement contre cette prise de position ou cette sensation-là. Pour moi, je ne suis soumise à personne. Déjà, moi, mon père n'est pas musulman, donc il ne m'a jamais obligée à le mettre. Je n'ai pas de frère et je n'étais pas mariée quand je l'ai mis ou quand je me suis convertie. Après, je sais qu'il y a des cas aussi de personnes qui sont forcées de le porter. Et ça, nous, les musulmans, on est totalement contre.
Voilà, on est totalement contre le fait d'obliger quelqu'un à le mettre, puisque c'est totalement inutile de forcer quelqu'un à mettre le voile, puisque justement c'est un cheminement personnel et c'est un choix qui doit être fait de la part de la femme. Mais alors, pour les petites filles de 5-6 ans que nous avons vues, est-ce vraiment un choix? Ça peut paraître un peu bizarre. Mais c'est un choix, dans le sens où ces petites filles-là, elles ont toutes des mamans qui portent le voile. Et comme toutes petites filles, elles veulent faire pareil que leur maman. Après, c'est vrai qu'on a des CM2, par exemple. Elles ont 11 ans, voire 12, pour certaines. Vous avez déjà lu le Coran et eu la démarche de comprendre ce que c'est, comme vous l'avez fait? Oui, pour certaines, oui. Pour certaines, oui, parce que il faut savoir que pour certaines, elles sont soit dans des écoles de confession musulmane, ou soit elles prennent des cours d'éducation islamique en français depuis toute petite. Donc elles ont pu comprendre des choses que moi, j'avais pas compris à leur âge, puisque moi, j'avais pas eu accès à cet enseignement-là. C'est vraiment pas un choix. On est quand même sur un territoire français, hein, où les enfants doivent être protégés. C'est une atteinte déjà aux droits de l'enfant. Ça, les voilées, toutes petites comme ça. Faiza est une militante laïque engagée pour la cause féministe. Marocaine d'origine, mariée de force à 15 ans, elle a subi dans sa chair les atteintes à la liberté des femmes, ce qui explique sa réaction quasi viscérale. C'est comme dans les sectes, il faut aussi qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut vraiment stopper cette influence de cet islamisme intégriste. Il faut aussi qu'à un moment, on dise les mots, hein, qu'on dise, qu'on désigne. C'est de l'intégrisme. Les petites filles, comment voulez-vous qu'après, elles ne soient pas conditionnées ? C'est du conditionnement à la soumission à une hégémonie. À la petite école de la mosquée, les mamans que nous avons contactées n'ont pas voulu répondre à ces propos. Un mur de silence qu'il est difficile de percer. Dans ces banlieues, Faiza nous dit que pour elle aussi, il est difficile d'approcher certaines femmes et jeunes filles qui vivent dans l'isolement. C'est un travail de fourmi sur des années qu'elle mène grâce à son engagement au sein de plusieurs associations. Il y a beaucoup de jeunes filles et de femmes qui refusent l'obscurantisme et aspirent quand même beaucoup à l'estime de soi, à leur émancipation féminine, à l'égalité femmes-hommes. Et c'est l'école aussi, c'est la République qui peut répondre à ça, mais une République forte, une République universelle qui s'appuie sur ces valeurs qui sont fondamentales. On ne doit pas céder ce terrain aux obscurantistes que sont les intégristes musulmans. Dans ce contexte, quel chemin peut donc suivre une jeune musulmane issue des quartiers? 2 millions d'euros. Merci. Je viens d'Algérie. Au grand marché du dimanche de Vaux-en-Velin, nous rencontrons Rafika, 24 ans. Fille d'immigrés algériens, elle a grandi dans une ville de la banlieue lyonnaise, une sorte de petit ghetto pour maghrébins. Dans sa famille, ils sont 7 enfants, dont 3 grands frères, qui prennent très à cœur leur rôle de gardien des mœurs. À l'adolescence, elle entre souvent en conflit avec eux, car elle veut mener sa vie de façon indépendante. Pour en parler, elle nous amène dans son appartement au cœur de Lyon. Bon, prends ton temps, voilà. Les frères se donnent ce rôle, pas tous, hein, mais dans ma famille c'était ça malheureusement, ce rôle de protecteur. On va me protéger d'un danger qui se trouve dehors, à l'extérieur. Enfin voilà quoi. Et du coup voilà, il y avait beaucoup de tensions. Moi personnellement, j'ai jamais pris en compte ces tensions-là, ou ces interdits, etc. Parce que j'estime qu'on est tous égaux, on a été élevés de la même manière, que je ne leur devais rien, enfin, si ce n'est le respect, hein, qui doit être réciproque. Donc moi personnellement, je me suis jamais mis de barrière. J'ai compris que dès le départ, en tant que fille, il ne faut pas se mettre ces barrières-là. Parce qu'on se dit, les interdits des autres, on va se les approprier et s'interdire à soi-même de vivre. D'habitude, c'est mon père qui la coupait, là. Rafika ne s'interdit pas de vivre, bien au contraire.
Elle vient de décrocher un master en relations internationales et elle travaille comme coordinatrice dans un blog sur les banlieues lyonnaises. Moi, comment dire, depuis toute petite, l'école, ça a toujours été très important pour moi. Depuis que j'ai 6 ans, en fait, ça a toujours été très important. J'ai compris que c'est comme ça qu'on s'émancipe, en fait. Qu'en ayant fait de bonnes études, plus ou moins longues, on a plus de chances de trouver un bon travail, de bien vivre et d'aider sa famille, etc. Je travaille en fait avec les petites, à les devoirs. Voilà. D'ailleurs, il y a votre fille qui a écrit un poème qui est vraiment super. Pas question pour Rafika de tourner le dos à la banlieue. Pour elle, c'est un terrain à reconquérir. Elle le fait 2 fois par semaine en allant dans le quartier des Minguettes, l'un des plus difficiles de Lyon. Ah, les petites. Les petites. Non, mais elle a un don. C'est vrai ce que je dis. C'est pas pour vous faire plaisir. Et faut le cultiver. Ouais. Voilà. On va essayer. Hein? Elle vous ramènera son petit livre. Merci. Bah, mardi alors. Mardi. Allez, au revoir. Au revoir. Bon. Merci. Allez, on travaille. Dans cette classe, elle apporte bénévolement un soutien scolaire aux jeunes des quartiers. Des cours de français et de littérature pour aider ses élèves sur le long chemin du bac. Si, j'ai compris. Mais non. Assonance, c'est... Ah merde, C'est consonne ou voyelle? Consonne. Sur le 9, sur le 9. Non, voyelle. Sarah et Black Un des gros problèmes des quartiers, c'est que malheureusement, ceux qui réussissent partent et ne reviennent pas. Moi, j'ai réussi, j'ai fait mes études, j'ai un boulot, etc. Et de montrer cet exemple-là. Et dans l'année, là, dans tout ce que tu as vu, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris? Nous nous demandons quel est le rapport de Rafika avec sa religion d'origine. Elle ne porte pas de foulard, ne fait pas de référence à l'islam. Pourquoi ? La religion, toutes les religions monothéistes, c'est un rapport privé entre Dieu et l'homme. Donc moi, je me pose de cette manière-là, en fait. C'est un rapport privé où les autres n'ont pas à intervenir. Quand on a un esprit très cartésien, très scientifique, quelque part, des fois, on a besoin de quelque chose de supérieur. Il y a toujours besoin, je pense, de quelque chose de spirituel. Mais c'est en tout cas pas quelque chose que tu ressens comme un frein à ton avancement, à ta progression dans la vie. Non. Moi, je pense que s'il y a un problème, il vient des hommes et pas de la religion. Il vient des hommes et de leurs pratiques, ou non de la religion. Le fait de la tolérer ou de ne pas la tolérer. Moi, je pense que le problème vient des hommes et pas des textes. Donc, non, ça n'est pas un frein du tout. Retour au Caire. Ici, 90% des musulmanes portent le foulard, alors qu'elles n'étaient que 50% à le faire il y a 10 ans seulement. Ce qui nous frappe, c'est que ces femmes, surtout les plus jeunes, semblent jouer de ce code vestimentaire comme si elles faisaient un pied de nez aux gardiens d'un islam plus fondamentaliste. Dans les kiosques, nous trouvons ces magazines spécialisés dans le hijab tendance, allez, on dira même presque fun. Entre filles, on se conseille, on joue des couleurs et des accessoires. Une sorte de pirouette coquine pour concilier l'islam et la mode. Il faut dire que les tentations sont multiples. Au centre-ville, tout un business et des dizaines de magasins ont essaimé autour du voile. Amani a 25 ans, un diplôme de sciences économiques et politiques en poche et un certain goût pour la mode. Nous la retrouvons au parc Al-Azhar, sur les hauteurs de la ville. Les familles viennent y pique-niquer, les jeunes pour s'y rencontrer. Amani a choisi de porter le foulard très tôt, à 16 ans, pour être en accord avec sa foi. Avant, quand la femme choisissait de porter le voile, elle se retenait de la vie. Elle travaillait jamais, elle restait chez elle, à la maison, et c'est tout. Mais maintenant, avec la prédication moderne,
on a vu vraiment qu'il y a un discours moderne derrière les nouveaux prédicateurs, comme Amr Khaled par exemple. Dans le sens, non, tu peux bien sûr obéir à Dieu, à Allah, et après, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, par exemple, avec le vol, je fais l'équitation, je fais le saut des parachutes, par parachute, et cela ne me pose pas de problème. Tu vois, j'apprends tout ça, et cela vraiment ne m'empêche pas à vivre et à faire tout ce que je veux. Cet islam soft dont nous parle Amani s'est largement répandu grâce aux chaînes de télévision satellites et à leurs multiples émissions religieuses. Aux côtés des prêches sévères et des prédicateurs à longue barbe qui caractérisent les programmes conservateurs souvent financés par l'Arabie saoudite, sont apparus des télécoranistes au succès spectaculaire. Amr Khaled est le plus populaire d'entre eux. En prêchant pour un islam ouvert, il attire les jeunes vers une pratique plus légère de leur religion. L'objectif le plus important et le plus grand dans la vie, c'est de vivre pour plaire à Dieu Tout-Puissant. Donc, ne croyez pas que votre vie sera différente, non. Vous pourrez continuer à vous amuser, à jouer, à voyager, mais vous le ferez en gardant à l'esprit le grand objectif pour lequel Dieu a créé le monde. Pour Amani, cette pratique se conjugue aussi avec une certaine émancipation face aux hommes. Les hommes me regardent et moi je discute avec les hommes, on bosse ensemble, j'ai des amis, des garçons qui sont vraiment mes amis aussi, et on sort ensemble. Cela ne me pose pas des problèmes. Surprenant, c'est sous le foulard que les jeunes femmes ont gagné le droit de fréquenter des hommes en public. Plus de chaperons dans les environs comme le veut la tradition, longtemps appliquée ici. Mais attention, pas question de dépasser certaines limites quand on se balade avec un garçon. Faire des bisous, c'est tellement difficile, ou bien c'est l'impossible. On peut dire que c'est l'impossible, vraiment. Parce que, non, tu peux pas voir ça très... Ouais. En public, on peut pas s'embrasser. En public, oh, non, du tout. Seulement pour respecter les règles de la société et nos habitudes, tu vois. Pas de relation sexuelle avant le mariage, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à respecter? Non, du tout. Je ne vois pas que c'est quelque chose de difficile à respecter parce que, tu sais, c'est nous qui perdons le plus. L'homme ne respecte pas la fille avec qui il dort et il refuse après de l'épouser. Question femme libérée à l'occidental, il faudra repasser. Le modèle d'émancipation féminine version arabe se construit visiblement sur d'autres bases. N'empêche, il peut y avoir de sacrées surprises. Nous découvrons qu'une femme a fait sauter un tabou énorme. Heba est sexologue et star du petit écran. Elle est la première à oser parler ouvertement de sexe dans le monde arabe. Le soir où nous la regardons, elle est l'invitée de la télévision nationale. Sujet de discussion, les blocages sexuels. Certaines femmes ont des contractions vaginales. Je peux les soigner et grâce à Dieu, cela marche. Grâce à des médicaments? Non, j'ai prescrit une thérapie sexuelle. Cette femme médecin, qui a obtenu son doctorat en sexologie aux États-Unis, aborde la bagatelle dans tous ses détails. Je reçois des questions sur la masturbation, l'orgasme, le désir, l'érection, les maladies sexuellement transmissibles, sur les préliminaires, sur la frigidité et j'en passe. En fait, il n'y a pas de différence entre vous et une sexologue occidentale. Non, je crois que j'ai plus de liberté. Plus de liberté? Oui. J'ai réalisé ça quand je suis allée aux États-Unis pour la rencontre annuelle de l'Académie de sexologie, où je travaille comme professeur associé. Mes collègues là-bas passent aussi à la télé, mais ils ne peuvent pas prononcer les mots « vagin »
pénis, orgasme. On leur interdit cela avant de passer à l'antenne. Et le sexe avant le mariage? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis opposée à tout ce qui est contre l'islam. C'est la clé de sa réussite. Elle ne dépasse jamais le cadre imposé par l'islam. Elle peut ainsi tenir tête aux conservateurs qui lui reprochent de dévoyer la société et elle peut leur donner des références précises puisées dans les textes sacrés. Les rapports sexuels sont décrits précisément dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, il est dit que l'homme doit bien s'occuper des préliminaires. C'est un ordre direct. Dans la Sunna, le prophète Mahomet dit aussi clairement à ses compagnons qu'ils doivent donner du plaisir, qu'ils doivent attendre l'orgasme de leur femme en premier et ensuite seulement atteindre le leur. En quittant Eba, nous nous demandons comment ce discours est perçu par les Égyptiennes qui ont choisi la voie d'un islam plus radical. Comment vivent-elles leur vie de femme? À 1 heure du centre-ville, dans les nouveaux quartiers qui se construisent pour les Égyptiens fortunés, nous allons à la rencontre de 2 femmes qui ont accepté de nous recevoir après plusieurs jours d'hésitation. Bienvenue, entrez seulement. Je m'appelle Heba et voici mon amie Aza. Bonsoir. Une rencontre exceptionnelle, car elle ne se laisse jamais photographier et encore moins filmer chez elle. Ce qui les motive, c'est de s'expliquer sur leur choix de vie en commençant par le port du voile intégral. Selon notre religion, le voile nous garantit une place meilleure ou plus élevée au paradis. Donc, j'ai pensé que c'était une bonne chose à faire. Je me pose parfois la question, mais pourquoi est-ce que c'est un problème? Ce voile est juste une façon de s'habiller, et rien d'autre. On est des croyantes, des pratiquantes. En mettant le voile, j'obéis à Dieu. Pas à votre mari. Non, en fait, j'ai pris un certain temps à convaincre mon mari. Il faut savoir que porter le voile n'a pas changé mes habitudes. Je fais toujours du shopping, je vais à des soirées en famille. En fait, je fais tout, sauf ce que m'interdit ma religion. Comme, par exemple, fréquenter des hommes. Quand on est couverte entièrement, ça crée une limite entre nous et les hommes. Quand ils nous voient, ils ne vont même pas essayer de flirter, de parler avec nous. Ils comprennent qu'il y a des limites à ne pas franchir, juste en nous regardant. Alors le voile sert à vous protéger? À me protéger et à protéger les autres des péchés. Quand un homme voit une belle femme qui porte des habits serrés, ça va le tenter. Et il ira peut-être jusqu'à une relation illégitime. Donc, en portant le voile, j'évite à moi-même et aux autres de commettre un péché. Pas question de se montrer séduisante ou même coquette dès lors qu'elles sortent de chez elles. Le message est clair. Nous leur demandons toutefois leur avis sur ces jeunes Égyptiennes qui affichent gaiement leur religion et donc aussi leur identité de femme sous un hijab fashion. Selon l'islam, ce n'est pas le hijab. Ce n'est pas entièrement mauvais, mais ce n'est pas bien. Une fille qui porte ce type de foulard doit savoir qu'elle va devoir progresser. Elle n'est pas arrivée au bout de sa démarche. Le vrai hijab, c'est celui-ci, et elle le portera un jour. Le voile est mentionné dans le Coran, dans les dires du prophète. Il fait partie de l'islam. Ce n'est pas quelque chose d'exagéré. On ne peut pas dire que c'est quelque chose d'extrême. Pas quelque chose d'extrême, c'est à voir. En les quittant, il y a comme un besoin d'une grande bouffée d'air. Dans ce Caire ambivalent,
N'y a-t-il pas des femmes qui se battent pied à pied pour leurs droits, mais cette fois sur le terrain religieux? Des femmes qui réfuteraient l'interprétation radicale du Coran telle que nous venons de l'entendre. Une première piste nous amène à la mosquée et université Al-Azhar, la plus haute autorité dans l'islam sunnite, mais sous contrôle du gouvernement égyptien. Dans une section de la mosquée réservée aux seules femmes, il y a depuis quelques années des prédicatrices autorisées à mener des lectures du Coran. Elles présentent un islam modéré, politiquement correct et censé répondre aux discours plus extrêmes. De fait, leur prêche ne tranche en rien avec ceux qui sont menés par les hommes. Il faudra sortir des lieux saints pour nous engager sur une toute autre piste. On nous a en effet parlé de femmes qui osent mettre en doute des siècles de pratiques religieuses telles que déterminées par les hommes. Ce qui m'intéresse, c'est la réforme. C'est réformer le discours. C'est dire à nos frères musulmans, vous vous êtes trompés. C'est humain, mais vous vous êtes trompés en interprétant le message divin. Omeima fait partie d'une espèce rare. C'est une féministe islamique. Elle dirige actuellement une petite ONG qui milite pour l'égalité homme-femme dans le monde arabe. Contrairement aux féministes laïques, elle revendique cette égalité en s'appuyant sur sa religion. Pour y arriver, il faut commencer par mettre au placard des kilomètres d'interprétation du Coran et d'autres textes sacrés, une interprétation faite jusqu'à présent par les seuls hommes. Tous les oulémas, c'est-à-dire les théologiens mâles de tradition islamique, étaient un produit naturel de leur temps, à savoir le Moyen-Âge. Alors bien sûr, leur interprétation de l'islam et des lois islamiques n'était pas équitable pour les femmes. Elle favorisait les hommes, les mâles. C'est ce qu'on appelle une interprétation patriarcale des textes sacrés. Et voilà où nous, féministes islamiques, nous pouvons agir. Il s'agit de remonter dans l'histoire, d'étudier et de comprendre pourquoi ces hommes ont commis ces erreurs. La force d'Omeima, c'est de travailler sur les textes sacrés eux-mêmes pour prouver que l'islam n'est pas en soi une religion qui opprime la femme. Exemple avec ce verset qu'elle a choisi de nous lire. Pour les musulmans et les musulmanes, pour les croyants et les croyantes, pour les hommes et les femmes qui obéissent à Dieu, pour les hommes et les femmes honnêtes. Vous voyez, la répétition est dans le texte original. Dans le Coran, il parle bien des deux sexes. Il y a bien la référence à l'homme et à la femme. Ces versets, selon moi, attestent de l'égalité entre les deux sexes dans le Coran. Ce sont eux qui sont la norme ultime, qui sont la référence ultime qui définit la justice et l'égalité homme-femme. Tous les passages problématiques, comme par exemple le verset qui autorise un mari à frapper sa femme, doivent être réinterprétés à la lumière de ces versets-là, et non pas le contraire. Le projet, disons-le, est monumental. C'est un peu comme dire aux hommes que ce qui était noir est désormais blanc, mais Omeima est optimiste. Je ne crois pas que cela prendra trop de temps. Il y a déjà dans le monde beaucoup de musulmanes qui sont très actives dans ce travail de relecture des textes sacrés. Pensez donc, on est déjà arrivé à ce stade en 2010, alors que le féminisme islamique est apparu à la fin des années 90. Nous gagnons du terrain. Cela se fera, si Dieu le veut. Nous retrouvons Rafika à Lyon. La jeune Française écrit aussi des articles pour son blog des banlieues. Pour elle, c'est un moyen de faire entendre la voix des musulmanes françaises et d'une certaine manière de militer pour la cause des femmes. Je pense que en tant que femme, on peut être que féministe.
Je dirais que nous, ma génération, les 20 ans, nous avons une dette envers les féministes laïques par rapport au combat sur le contrôle de sa contraception, l'égalité homme-femme, etc. Elles ont fait beaucoup bouger les choses. Mais le monde dans lequel elles ont mené ces combats n'existe plus. Je trouve qu'elles ont une définition du féminisme très étriquée. Pour certaines, pas toutes, hein. Et occidentale. Reprendre le combat pour le droit des femmes, mais sur un autre mode, voilà ce que Ndeye a choisi de faire. Convertie, cette enseignante franco-espagnole est à l'origine du Congrès international des féministes musulmanes. Un congrès qui sert de plateforme, mais aussi de réseau aux femmes qui cherchent à changer la pratique de l'islam. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Rafika. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. Vous avez fait bon voyage? Très bien, ouais, merci. Ça s'est bien passé? Oui. Ouais. Merci. Bon, bienvenue dans les locaux. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir. C'est l'occasion de faire une interview pour le blog lyonnais. Première question, comprendre comment Ndeye concilie sa foi et son combat pour la cause des femmes. Il y a du café aussi, si vous préférez. Souvent en Europe, on a le référent français de la laïcité et du féminisme. Je dirais souvent très, très marqué par la séparation entre l'État et la religion et l'impossibilité d'être féministe et à la fois croyante, mais dans d'autres pays au monde, ce n'est pas incompatible. Nous avons l'exemple aux États-Unis, ce sont des femmes chrétiennes qui revendiquaient le droit au vote, au suffrage universel, et c'était au nom de la Bible. C'est un traumatisme. Le combat de Ndeye se fait lui au nom du Coran et des autres textes sacrés. Il n'y a pas une élite, il n'y a pas des professionnels qui ont le seul droit à lire et à interpréter, mais du moment où on est musulman et on ouvre le Coran, on a le droit de lire. Et lire, ça veut dire comprendre, et comprendre, ça veut dire interpréter. Maintenant, quelle est Donc, elle aussi milite pour se réapproprier sa religion, à l'instar de l'égyptienne Omaima. En démontrant que l'islam donne des droits aux femmes, elle cherche à mieux l'intégrer dans les pays européens. Les musulmans. Je pense que l'avenir de l'islam en Europe doit forcément passer par le féminisme islamique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par la compatibilité entre avoir une égalité dans tous les sens politiques, dans le domaine spirituel, économique, tous les domaines. Pour moi, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un endroit où on peut dire on n'est pas égaux. Mais en même temps, de ne pas renier sa foi tout simplement et avoir droit à avoir une spiritualité. L'un n'empêche pas l'autre. Ces mots résonnent très fort chez Rafika, comme si par ce biais, il y avait moyen de conforter son identité de jeune Française et de musulmane. Une femme libre, elle choisit de s'habiller comme elle veut, elle travaille et elle a des enfants, mais il y en a qui veulent uniquement travailler ou uniquement avoir des enfants et elles sont épanouies. Il y en a qui choisissent de vivre leur foi pleinement en se voilant. C'est un choix. Il me semble que pour ma part, le féminisme, c'est le fait de défendre le choix des femmes. Le fait d'avoir un choix, c'est pas le fait d'imposer un choix, d'imposer une manière d'exister, mais justement de permettre aux femmes d'exister comme elles le sentent. C'est peut-être cela qui unit toutes ces musulmanes que nous avons rencontrées, toutes celles ou moins qui se battent pour changer l'islam de l'intérieur, chacune à leur propre manière. Ce qu'elles nous ont toutes demandé, c'est de bousculer nos idées reçues sur leur religion, de ne pas les rejeter juste parce que certaines portent un foulard ou un voile. Mais c'est de les aider dans leur combat contre des pratiques injustes, qu'elles soient imposées par une tradition machiste ou par des intégristes religieux.